Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du projet de réforme, de libéralisation et d'ouverture à la concurrence de la SNCF que le gouvernement veut mettre en œuvre par ordonnance. Alors pour traiter de ce sujet, nous aurons comme à notre habitude notre grille de lecture favorite, à savoir la carte du ciel avec les différentes positions des planètes. Bien entendu, tout ceci sera agrémenté de nombreux articles de presse qui viendront étayer, appuyer et confirmer donc les analyses et les ressentis que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Alors si j'ai choisi ce thème de la SNCF, c'est que, à mon sens, il est emblématique d'une tendance en fait qui se généralise, qui va se généraliser, qui est en train de se mettre en place et qui va en fait se dupliquer dans d'autres sphères d'activité. Alors je veux aussi parler de ce sujet-là parce que ça correspond en fait au climat céleste turbulent dans lequel nous venons d'entrer il y a quelques heures et qui va se traduire par des frictions sur le plan terrestre et notamment sur le terrain économique et social. Alors vous avez le transit récent de Mars en Capricorne, donc c'était le 18 mars dernier, donc qui était en Sagittaire et puis qui est passé en Capricorne et qui a rejoint Saturne-Pluton donc dans le 10e signe zodiaque. Donc ce amas que vous voyez à 3, et même si on rajoute la lune noire, en train en fait, si vous voulez, d'entrer en dissonance avec les astres qui sont en train de transiter le Bélier. Donc on avait déjà Mercure-Vénus qui avait rejoint il y a quelques semaines donc Uranus, qui est posté depuis un petit moment maintenant. Et puis on a, il y a quelques heures à peine, à 17 h aujourd'hui, heure française, donc le Soleil qui vient activer, tout ceci en fait vient activer, si vous voulez, la dissonance de la crise, c'est-à-dire la grande crise que l'on a, Pluton-Uranus, donc qui sévit depuis un petit moment maintenant. Donc cette séquence turbulente va se prolonger avec également les premières incursions par la suite d'Uranus, puisqu'il est en train de terminer, l'astre termine sa course en bélier et va transiter le taureau à la mi-mai, le 16 mai, et avec une simultanée Mars qui va séjourner donc pendant un petit moment en Capricorne, et le jour où Uranus transitera le taureau, on aura également Mars qui va transiter le Verseau, et donc ils vont se retrouver à nouveau en dissonance. Donc tout ça pour vous dire que ça va nous amener, ça va rythmer ce mouvement perpétuel des astres, puisqu'on va avoir Mars en Verseau qui fera également un mouvement de rétrogradation en Capricorne pour à nouveau passer en Verseau, et donc on va avoir ce balai céleste avec à chaque fois une situation de tension, donc qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année où on va avoir un rythme effréné. Avec toutes ces dissonances qui se mettent en place dans le ciel, est-ce un hasard du calendrier terrestre et céleste si les intersyndicales de la SNCF ont, il y a quelques jours en arrière, il n'y a pas si longtemps, lancé un préavis de grève, justement donc le 22 mars, qui rappelle le fameux 22 mars 1968, qui sonnait le début de la révolte étudiante qui a donné donc mai 68, la révolte de mai 68. Alors encore cette année, donc on trouve bien l'idée ici de contestation, de rébellion d'Uranus, d'accord. Donc il y a la planète également des réformes, donc par rapport à ces réformes, donc une idée uranienne que le gouvernement veut imposer de force, donc par ordonnance. Donc on retrouve un peu une sorte de réplique, toute proportion gardée bien entendu, de ce qui s'est passé il y a 50 ans, puisqu'on a vraiment une dissonance. Donc il y a 50 ans, en mai 68, si on établissait la carte du ciel, on verrait qu'en fait il y avait une conjonction, c'était une conjonction Uranus-Pluton en Vierge, d'accord. Mais on avait aux prises ce cycle, effectivement, de la crise. Il y avait également Jupiter, de mémoire. Alors ce qui crée ce climat de tension, vous l'avez bien compris, c'est que nos dirigeants actuels, l'exécutif, veut aller très vite et se passer du débat à l'Assemblée nationale, donc qui est censée être la chambre représentative du peuple, et donc ça crée forcément des difficultés. Et là on retrouve le côté autoritaire du trio Saturne, enfin surtout Saturne-Pluton, mais agrémenté de Mars, qui donne cette envie d'aller vite. Voilà, Mars c'est la planète de la rapidité, et puis on a donc cette tension avec Uranus qui fait de la résistance.
Alors comme vous le savez, Mars, c'est alias Arès chez les Grecs, c'est la divinité de la guerre, donc qui est aussi, quand elle est bien aspectée, la planète de l'action, la planète de l'esprit d'initiative, donc qui donne l'énergie pour accomplir des choses. Mais là, effectivement, le fait qu'il y ait cette dissonance-là, donc on se retrouve un peu dans une situation plutôt de conflit et de guerre. Donc là, on se retrouve vraiment dans une situation très très tendue. Donc il y a une quasi-synchronicité donc, avec le fait que l'intersyndicale des cheminots a annoncé un préavis de grève dur et de longue durée, de 2 jours sur 5, qui s'étalerait sur 3 mois. Donc là, on retrouve l'énergie martienne à la sauce capricornienne. Je m'explique en fait. C'est-à-dire que Mars est une planète d'action rapide, mais le fait qu'elle soit dans le signe du Capricorne, le Capricorne c'est le signe de la lenteur, de l'endurance, de la durée, puisque Capricorne est gouverné par Saturne. Saturne alias Chronos, la divinité de la temporalité. Alors normalement Mars, donc c'est les actions coup de poing, mais là on voit qu'en fait les actions elles sont programmées, donc à la mode capricornienne, distillées en pointillés par intermittence étalée donc sur la durée. Alors nous retrouvons également donc l'idée de bras de fer, d'épreuve de force, mais aussi de résistance. Donc là c'est le symbole de Saturne-Pluton. Donc Saturne donc vient rehausser encore la capacité d'endurance de Mars, tandis que Pluton incarne la déconstruction, la destruction, mais aussi, on le verra aussi, la puissance d'argent, enfin on l'a déjà dit à maintes reprises, la puissance d'argent, le pouvoir, et tout ce qui concerne aussi les crises, les transformations. Donc cette dureté et cette inflexibilité, elle est aussi celle à la fois bien sûr des syndicats, des mouvements des grévistes, mais également celle du gouvernement, donc dans la symbolique étatique est justement saturnienne. C'est Saturne qui symbolise l'inflexibilité du fait qu'on ait aussi Pluton à côté. Et donc Pluton symbolise le pouvoir de l'argent caché, la plutocratie, donc puisque derrière, on va le voir tout à l'heure, il y a, et c'est là aussi l'intérêt aussi d'avoir donc nos cartes du ciel, c'est aussi pour essayer je dirais, de mettre en évidence donc le sens caché des informations qui nous sont délivrées et de voir, de mettre en exergue, de lire entre les lignes. Alors d'ailleurs, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, si vous regardez la profession de foi de Emmanuel Macron, donc au moment où il s'était présenté à la présidentielle, à aucun moment il avait réellement mis en avant qu'il allait faire des réformes de la SNCF. Bien entendu, c'était, si vous voulez, pour les personnes qui sont averties et puis qui savent lire entre les lignes et puis surtout qui vont chercher l'information, c'était couru d'avance. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, y compris parmi peut-être les cheminots et même l'opinion publique en général, peuvent être surpris de voir qu'il y a une réforme comme ça qui sort du chapeau. Donc là, on retrouve bien l'idée du libéralisme, donc, comme je vous disais tout à l'heure, forcé, avec le trio de Saturne, Mars, Pluton, donc qui va mettre en concurrence, d'accord, et libéraliser. Donc voilà. Et puis on a également le Soleil, astre de lumière et de clarté, qui vient lever le voile quelque part sur tout ce qui se trame depuis un petit moment dans les cuisines de l'exécutif et d'autres sphères institutionnelles, d'un côté, qui a pour objectif de faire passer donc les réformes, et puis de l'autre côté, on a les confédérations syndicales, avec en tête notamment la CGT, je sais qu'il y a Sudrail, enfin il y en a plusieurs, qui prétendent en tout cas défendre l'intérêt de leurs salariés. Alors dans ce bras de fer qui est en train de se jouer et qui va se prolonger, dans cette guerre de position même, qu'on pourrait l'appeler aussi comme ça, alors qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que le gouvernement va reculer? Est-ce que donc ce sont les syndicats finalement qui vont qui vont pas mener à terme, qui vont mener à terme la grève, mais ils vont pas obtenir les résultats escomptés. Donc là, il faudra effectivement nous intéresser à tous les enjeux qui gravitent autour donc de cette réforme. Alors parlons un peu de la SNCF, donc la Société nationale de chemin de fer, donc a été fondée le 1er janvier 1938, donc
signe l'entrée en vigueur de la Convention du 31 août 1937. Donc c'est un établissement à caractère industriel et commercial qui rend et gère des services publics. Donc il y a un côté un peu hybride entre le fonctionnement commercial de n'importe quelle entreprise, mais qui est étroitement lié à l'État. Donc on a également toutes les dettes potentielles de l'entreprise qui sont garanties par l'État. Alors j'ai établi très rapidement la carte du ciel de la fondation, de la convention en fait, de la SNCF du 31 août 1937. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est que le Jupiter, donc la planète des projets, de l'objet social, si vous voulez, donc qui est dans le signe du Capricorne, qui est placé autour des 17 degrés donc rétrograde du Capricorne, et il se trouve justement qu'on a Pluton qui est dans ces environs-là. Donc Pluton, donc, qui transforme, en profondeur donc le projet, l'objet social en fait de la SNCF. On a la dissonance donc en ce moment donc des planètes en Bélier, où on retrouve justement Saturne, planète des structures. Donc c'est-à-dire que on a Pluton donc qui met à mal avec Uranus, donc qui transforme, qui a commencé déjà, parce qu'il y a déjà eu des différentes successions de réformes. Mais là, c'est vrai que c'est un gros chantier dont on va parler. Et puis surtout, on retrouve Uranus en Taureau. Donc justement, en préambule, on évoquait le transit d'Uranus dans le signe du Taureau, donc qui a fait un tour complet du zodiaque depuis la création en 1937, et donc qui va se retrouver dans la même position donc qu'elle était initialement. Donc c'est intéressant donc de constater ça sur la carte du ciel. Il y a également, pour ajouter, on retrouve également, alors c'est un soleil en Vierge avec une quasi-conjonction à Neptune et Uranus, sachant qu'Uranus, c'est la planète des capitalistes, c'est la planète de l'entreprise individuelle, et on a le Neptune, la planète des collectivistes, d'accord. Donc c'est comme si on avait, avec cette alliance-là, une association hybride en fait, entre le caractère, donc c'est ce que je disais, commercial, mais qui rend des services de l'État, qui rend des services à la collectivité. Alors tout le monde forcément connaît la SNCF, on a tous eu affaire au moins une fois dans notre vie pour prendre le train, les transports en commun. Donc il faut savoir que la SNCF a deux activités bien distinctes. Donc c'est d'abord les réseaux ferrés aussi. Il n'y a pas que les trains, il y a les réseaux ferrés à gérer, tout ce qui est entretien, exploitation, maintenance de milliers de kilomètres sur l'Hexagone. Donc c'est des infrastructures très étendues, donc a priori justement qui sont difficiles de transférer ça à une entreprise privée dont le leitmotiv c'est la rentabilité et de réaliser et de pas forcément de réaliser des investissements lourds nécessaires pour gérer ce réseau. Donc là il y a une question derrière d'aménagement du territoire qui relève en théorie normalement de la compétence de l'État, puisque c'est notre bien commun à tous. Alors comme ça, à première vue, ça paraît difficile d'imaginer plusieurs entreprises privées qui se partageraient tout ce réseau. Voilà, on n'est pas dans un jeu de Monopoly où chacun en fait a un morceau, une gare. Par exemple, il y aurait une société, la société A qui aurait la gare Montparnasse, la société B qui aurait la gare du Nord, et puis tout le réseau qui va avec. Ensuite, donc, comme vous le savez, il y a l'autre activité principale, c'est le transport des usagers et de passagers. Donc en théorie, il serait possible d'ouvrir à la concurrence, en supposant qu'il y ait plusieurs compagnies qui prennent des trains. Voilà. Mais là encore, donc le chemin de fer, c'est quand même très particulier, puisqu'il y a aussi des problèmes de coordination, de synchronisation, pour se partager l'utilisation du chemin de fer par des compagnies différentes. Alors si on a déjà tous connu des retards intempestifs de trains, donc qui nous ont exaspérés, qui nous ont même parfois empêchés d'aller à un rendez-vous, donc il faut savoir que néanmoins, il y a une étude comparative qui est sortie et qui met en valeur donc la SNCF et qui montre en fait que c'est la compagnie des transports en termes de train la mieux classée d'Europe, avec un coût tous les 100 km de 7,79 €, pardon. Donc comparativement aux autres pays, c'est vrai qu'on cite souvent en référence l'Allemagne, l'Angleterre et bien d'autres encore. Donc là, notamment l'Angleterre, puisque
l'Angleterre a déjà eu une expérience, hein, justement, d'ailleurs ils pourront vous en parler. C'est assez catastrophique, hein, cette mise en concurrence, cette ouverture à la concurrence et cette libéralisation. Donc là on voit que finalement la France, en tout cas par rapport à cette étude-là, sur 50 pays est même très compétitive. Donc là on peut faire un cocorico. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est important quand même de le souligner, hein. Alors il faut savoir que l'activité de la SNCF, hein, représente un chiffre d'affaires global assez énorme, hein, qui est de l'ordre de 34 milliards d'euros. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'il y a un déficit de 3 milliards d'euros par an, hein, et tout cela cumulé, hein, depuis la fin des années 90 représenterait 45 milliards d'euros de dette. Donc forcément, l'État étant garant de cette dette-là, donc forcément ça veut dire qu'il y a une charge, hein, qui repose sur l'État et donc in fine sur le contribuable, hein. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai parlé de compétitivité et de rapport plutôt favorable, hein, au niveau qualité-prix du service rendu. Donc il faut savoir, d'après les sources d'Europe 1, que 60% du prix du billet serait finalement payé par le contribuable. Mais là, attention, j'ajouterais un bémol, c'est qu'il faut prendre en compte, hein, donc les intérêts de la dette, et bien sûr l'endettement, hein, c'est-à-dire tout cet argent-là, donc il y a de l'argent public, finalement, donc pour réaliser des investissements, il faut savoir que la SNCF emprunte sur les marchés privés, étant donné qu'en plus elle a cette double casquette. Mais on aurait pu supposer qu'elle emprunte, par exemple, si on avait encore la Banque de France qui fonctionnait et qu'on n'avait pas eu différentes lois dont on va parler qui obligent la SNCF à emprunter sur les marchés privés, alors on n'aurait peut-être pas cet endettement, puisqu'il faut savoir que lorsqu'une entreprise de cette envergure-là emprunte, donc forcément, derrière, il y a des banquiers qui vont prendre des intérêts, mais tout ça avec notre argent. Donc ce qui est formidable dans ce système économique, hein, qui est en train justement d'être mis à mal, avec Pluton notamment, qui est en train de détruire tout ça, mais que Saturne, et même paradoxalement Pluton en Capricorne, hein, veut faire perdurer ce système-là, justement en privatisant. Donc c'est une manière pour effectivement de garder la main et de garder ce système-là finalement qui arrange tous les structures bancaires et une certaine plutocratie. Donc là on retrouve, hein, Pluton, donc qui commandite en fait, hein, c'est dans l'ombre, hein, toutes ces réformes-là, donc qui malheureusement détruisent en fait, hein, ce qu'on appelle les services publics. C'est-à-dire que là on a un service public donc très ancien, donc qui apparemment apporte une satisfaction. Le but normalement d'un service public, c'est pas nécessairement de faire du chiffre d'affaires, même si le statut hybride donc impose bien entendu à la société d'optimiser et d'essayer de faire le maximum pour pas avoir trop de dettes, si vous voulez. Mais l'objectif de la SNCF à la base, normalement, c'est pas de faire du chiffre d'affaires. Or là, justement, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas passé inaperçu, et forcément, dans une période de crise où on a un endettement faramineux partout, hein, au niveau bancaire et dans toutes les couches, hein, des structures économiques, donc forcément, les oligarques, enfin toutes les personnes, toutes les élites qui tiennent donc les capitaines d'industrie, etc., rognent, hein, donc notamment les banques surtout, hein, rognent sur ce marché important, d'où justement donc des préconisations pour une ouverture tout bonnement à la concurrence. Alors les communicants nous parlent beaucoup, hein, du rapport Spinetta. Donc c'est vrai qu'à chaque mesure, hein, on l'avait vu déjà sous le gouvernement Hollande, on avait eu le rapport gallois qui avait pondu le fameux CICE, et là on a un nouveau rapport, et à chaque fois derrière on a une mesure. Donc le rapport Spinetta, voilà, qu'est-ce qu'il préconise? Donc d'ouvrir le capital de la SNCF aux investisseurs privés, mettre en concurrence, hein, les lignes rentables, supprimer les petites lignes déficitaires, et bien sûr, donc laisser le prix s'envoler et le service quelque part, hein, qui se détériorera. Donc d'après le rapport Spinetta,
derrière lequel le gouvernement légitime sa position, on nous explique que si la SNCF est lourdement endettée aussi, c'est à cause des cheminots et de leurs privilèges. Alors là, je vais vous montrer un document, donc vous allez voir si vraiment il y a des privilèges. Donc, comme on le sait, bon, c'est vrai qu'il y en a eu dans le passé, mais entre-temps, il y en a beaucoup qui ont été... puisque là, on parle vraiment d'une grande réforme, mais il y a eu déjà d'autres réformes. Hein. Donc, il faut savoir qu'un cheminot, il travaille 40 ans, hein, comme tout le monde. Il a peut-être, c'est vrai, la gratuité des transports, donc c'est vrai que ça dénote un certain privilège par rapport au reste de la population. Donc ça, c'est une vérité. Mais après, si on regarde la fiche de paye, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, donc là, en fait, c'est une fiche de paye qui circule un petit peu sur le net. Enfin, il y en a même plusieurs. Je pense que les cheminots en avaient un petit peu marre d'entendre des choses à la télé en expliquant que s'il y avait une dette aussi faramineuse, donc pour une entreprise de cette importance-là, donc qui pèse quand même 34 milliards, ce serait à cause finalement des privilèges des cheminots. Donc je pense qu'ils étaient un peu exaspérés. Donc on a une fiche de paye du mois d'octobre, 1er octobre au 31 octobre. Donc on voit le statut, donc c'est un cadre, donc la personne est cadre, elle touche 1575 €. Voilà, on voit que par rapport aux jours de grève, parce que ça aussi ça leur a été souvent reproché, c'est-à-dire que dès qu'ils sont en grève, finalement ils sont payés. Donc là on voit retenue, absence, d'accord, etc. Il n'y a pas de régime, régime spécial, voilà, là vous voyez un petit peu tout ça. Ils ont une assurance chômage, donc emploi à vie. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine sécurité de l'emploi, on va pas se mentir par rapport au reste peut-être de la population, mais ça reste quand même, il y a quand même une possibilité aussi de ne pas forcément garder son travail non plus, quoi. Hein, voilà. Et en tout cas, voilà, pour quelqu'un qui a 18 ans de boîte, donc toucher 1575 €, donc voilà, comme ça, je vous laisse à vous de juger, savoir si vraiment vous pensez que un agent de la SNCF est vraiment un grand privilégié, comme il y en a d'autres, dans les dorures de la République. Alors il y a Marianne d'ailleurs qui a titré « Pourquoi l'ouverture à la concurrence est une aberration ?» Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver, à mon sens, un juste milieu entre effectivement éliminer peut-être certaines lignes qui ne sont pas très rentables et qui desservent des petites gares avec très peu de monde, pour les remplacer pourquoi pas par d'autres systèmes. Mais de là, donc, notamment les bus, voilà, des voitures autonomes, donc pourquoi pas dans le futur, par exemple, des cars, etc. Mais de là à complètement libéraliser, donc on voit bien que derrière, il y a autre chose il y a d'autres enjeux, en fait, qui échappent à la majeure partie des gens, et donc c'est de ça dont on va parler tout de suite. Alors, le discours traditionnel, on a, si vous avez bien compris, donc le gouvernement d'un côté, qui veut faire passer des réformes, donc les syndicats trouvent injuste et que vont tenter effectivement de défendre l'intérêt des travailleurs. Mais jamais vous verrez en fait les leaders syndicaux ou de l'autre côté le gouvernement qui aborderont ouvertement et publiquement la question de fond et la face cachée de toutes ces vagues de libéralisation de l'ensemble des services publics à la française qui font le ciment séculaire d'une cohésion nationale. Et dire que finalement tout ça c'est consubstantiel à notre appartenance à l'Union européenne. Toutes ces réformes en réalité sont gravées dans le marbre des traités européens, mais également dans le marbre céleste, puisque on retrouve là l'omerta, donc le secret bien gardé et planifié de longue date de l'énergie occulte de Pluton, ainsi que l'élément calculateur et même manipulateur, du coup, par définition, puisqu'on a cette dissonance avec Saturne, qui est la planète de la planification de longue date et institutionnalisée, et donc Pluton, vous l'avez compris, c'est le pouvoir en secret qui est caché. Et donc voilà, si vous creusez au niveau de la presse, vous trouvez, voilà, programme Macron, un copier-coller des recommandations européennes. Donc si vous avez bien compris, en fait, on vous fait croire en fait que Emmanuel Macron et tout l'exécutif, c'est eux qui prennent ces décisions, que le rapport Spinetta, pour moi, en réalité, c'est une couverture. Puisqu'on a, donc là, vous avez sous les yeux l'article 106, puisqu'en fait, depuis que la France donc a ratifié le traité de Lisbonne, donc c'était d'ailleurs en 2008, donc ça j'ai dû déjà le dire, je crois, sur le blog ou peut-être dans une vidéo, qu'il y avait une synchronicité entre Pluton, donc la planète du pouvoir caché, donc qui transitait le Capricorne, d'un côté, et on a justement en secret et de connivence donc les différents partis de gouvernement, que ce soit Hollande, droite ou gauche, et avec l'assentiment d'autres
d'autres formations politiques, hein, donc les plus connues, donc qui ont réécrit dans le dos des peuples. Donc là on retrouve le côté caché, hein, donc, du traité de Lisbonne, donc, qui avait été refoulé, qui avait été refusé au cours du référendum où le peuple avait dit non, hein, en 2005, hein, en mai 2005. Donc là c'est une vraie forfaiture, hein, d'accord, et donc là on en paye aujourd'hui les pots cassés quelques années plus tard. Comme je vous l'ai expliqué, Pluton, c'est un astre de destruction, et donc c'est un astre en fait très lent, hein, donc, qui distille son énergie de manière lente et de manière, si vous voulez, souterraine, hein, d'accord. C'est alias Hadès, hein, Hadès, donc la divinité, hein, du royaume des enfers et du royaume souterrain. Donc là, si vous lisez l'article 106, donc on avait ratifié donc le fameux TFUE, l'article 121, mais là c'est l'article 106, hein, du traité du fonctionnement de l'Union européenne. Donc le TFUE qui impose ipso facto la mise en concurrence, hein, de tous nos services publics. Donc les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintient aucune mesure contraire aux règles, hein, des traités, hein, notamment à celles prévues, donc l'article 18, 101 et 109 inclus. Hein. Donc les entreprises normalement chargées de la gestion des services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. Donc la Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Alors je vais vous montrer une toute petite vidéo très rapide, hein, où vous avez une ancienne commissaire européenne, donc Viviane Reding, hein, qui a été invitée donc, à l'Assemblée nationale, et donc qui dit clairement qu'il n'y a plus de politique nationale, de politique intérieure nationale. Hein. Vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Alors vous l'avez bien compris, hein, les représentants de l'État, donc français, Emmanuel Macron, Édouard Philippe en tête, hein, et toute son équipe gouvernementale sont obligés d'appliquer les directives européennes et donc les transposer, les traduire en loi française sous peine d'ailleurs de sanctions. Alors il y a une marge de manœuvre qui leur est laissée, hein, sur les modalités, la mise en œuvre, hein, des réformes, mais si les dirigeants français tardent trop, c'est tout de suite des amendes, hein, d'accord, des amendes bien entendu qui ne sont pas payées avec leur poche, qui sont payées avec l'argent du contribuable, donc avec nos sous. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, finalement, donc ces gens-là gagnent. C'est-à-dire que si les réformes ne sont pas faites dans les temps, donc on paye une amende, la France paye une amende, et si elles sont faites dans les temps, la variable d'ajustement, donc c'est malheureusement les êtres humains, les services publics d'abord, mais à travers les services publics, hein, il y a toute notre communauté nationale en fait finalement qui est touchée, et donc là on voit bien qu'on a non seulement une perte de souveraineté, mais aussi une destruction progressive en fait de nos services publics. Et d'ailleurs je dirais même que dans la manière dont sont montées, hein, les manifestations et les grèves, mais ça fait depuis longtemps que c'est fait, tout est fait pour étaler ça justement dans le temps, pour, si vous voulez, ennuyer les usagers qui vont eux-mêmes scier la branche sur laquelle ils sont assises en disant « bon, ils nous gonflent avec ces grèves-là, moi c'est vrai que je pense à aller au travail, ce qui est légitime, puisque vous voulez arriver à l'heure. » Donc de voir à chaque fois toutes ces grèves distillées depuis des années, de manière sporadique, sans qu'il y ait vraiment une cohésion finalement entre les différents syndicats, etc. Tout ça est voulu pour que finalement les Français eux-mêmes valident finalement
et détruisent eux-mêmes d'une certaine manière. Hein. En tout cas, il y en a quand même qui sont encore pour les services publics à la française, même s'il y a bien entendu besoin d'aménagement et de toilettage, ça on est tous bien d'accord. Mais voilà, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne se rendent pas compte en fait, et donc c'est aussi pour ça que je voulais intervenir sur ce sujet-là, qui me semble très important, puisque une fois que, de toute façon, Pluton, on est conscient que Pluton est là encore pour un petit moment, et donc il va continuer à détruire, hein, vous allez voir d'ailleurs, hein, c'est ce que j'expliquais, et d'ailleurs ça m'a été reproché, on me disait que j'étais un petit peu trop pessimiste, et bien vous voyez que malheureusement la réunion de Saturne-Pluton, vous le verrez dans le temps, que malheureusement on aura la destruction progressive des services publics. Alors concernant, après les leaders syndicaux, là ce serait toute une autre question, mais il faut savoir qu'eux-mêmes sont aux ordres, hein, la Confédération européenne des syndicats, qui elle-même est à la solde de la Commission européenne. Hein. Donc ils savent bien que les dirigeants et responsables politiques, en fait, c'est des petits personnels, des agents de communication, tout simplement, quoi. Hein. Donc le rôle des syndicats et même de certains partis politiques, c'est neutraliser le mécontentement populaire en le canalisant dans une mauvaise direction. Alors il y a les aéroports, d'ailleurs même de Paris, qui ont été mis en vente. Voilà, la vidéo se termine, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog, à la rubrique des prévisions et prédictions, donc, que j'ai publié donc en 2017, donc ils sont valables bien entendu pour 2018, mais les années aussi qui arrivent. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.